fait, c'est pas un petit peu le problème à l'envers. Disons que on s'est intéressé au devenu de ces mouvements-là, ce devenu, on le sait, c'est des mouvements qui aujourd'hui ne sont plus à l'état de mouvement, mais ont été institutionnalisés ou sont rentrés ont été intégrés à la dynamique du capital et au développement plus général des sociétés capitalistes aujourd'hui. Donc en fait, l'idée c'était évidemment de tenir compte de ce devenu qui est l'actualité en quelque sorte de ce phénomène qui va se manifester aussi bien par le néo-féminisme, le mouvement vegan, les théories décoloniales, le racialisme, et des luttes, par exemple, pour la défense de territoires et de mouvements nationalistes, comme par exemple pour ce qui est des mouvements de libération de la Palestine. Et plutôt que de se mettre dans le schéma actuel de la bataille culturelle pour l'hégémonie culturelle entre le woke et l'anti-woke, il nous a semblé plus judicieux de revenir à l'origine du développement de ces mouvements qui ont pu apparaître dans les années 60-70 et qui sont apparus comme des nouveaux mouvements. Alors ces mouvements s'originent aux États-Unis sur la base de 3 axes. Le mouvement des droits civiques avec les Afro-Américains et leurs alliés dans le cadre d'un combat qui va durer quand même de la fin des années 50 jusqu'aux années 70. Le deuxième axe, c'est le mouvement des femmes pour l'abolition du patriarcat et plus concrètement la liberté sexuelle, la contraception, le droit à l'avortement. Et le troisième mouvement, qui est plus spécifique aux États-Unis, mais qu'on retrouve aussi d'une façon secondaire dans les autres pays, c'est le mouvement de soutien aux luttes de libération nationale, mais aux États-Unis, non pas comme une cause à défendre, mais comme véritablement une lutte contre la guerre du Vietnam, puisqu'il y a une conscription et que, par exemple, pour les jeunes et les étudiants, il y a le problème de cette conscription, il y a le problème des sursis et la question de la lutte contre la guerre du Vietnam, elle se pose concrètement et beaucoup plus concrètement que dans les autres pays où les manifestations ont lieu, mais où ce n'est pas véritablement un mouvement de masse parce que les gens ne sont concernés qu'idéologiquement, mais non pas par le fait de partir à la guerre. Alors ces mouvements qui partent des États-Unis sont des mouvements qui sont portés par les classes moyennes, et même on pourrait dire par les classes moyennes supérieures, avec un gros appui des étudiants, qui sont issus souvent d'ailleurs de ces classes, sans qu'on ait de participation particulièrement ouvrière. Donc c'est aussi ça qui est important de signaler, c'est-à-dire que la question sociale ne se mélange pas trop avec ces mouvements-là. Par exemple, le principal syndicat américain, l'AFL-CIO, se présente par exemple comme défendant la nécessité de la guerre au Vietnam et la lutte contre le communisme, etc. C'est une contestation qui est, si on reprend les 3 axes, c'est une contestation qui est quand même assez généralisée, une contestation de l'ordre bourgeois et de son idéologie, de son mode de vie, par exemple remise en cause de la consommation, remise en cause aussi comment dire, le rigorisme pour un hédonisme de vie, enfin des choses comme ça, où interviennent la libération sexuelle et plus généralement un désir de liberté plus grand.
Mais c'est un mouvement qui est contestataire, plus qu'anticapitaliste, et nullement communiste. Ce ne sont pas les rapports de production qui sont attaqués, mais le champ culturel, le champ social ou sociétal, et éventuellement le champ politique, comme il y aura en 68 quand les étudiants attaqueront un petit peu la Convention démocrate qui est en train de se dérouler à ce moment-là. Ce mouvement s'étend rapidement à l'ensemble des pays occidentaux et particulièrement donc à l'Allemagne, la France, l'Italie, par ailleurs le Japon et un petit peu le Mexique. Alors, dans la première phase, qui a duré de 1960, disons, à 1980, c'est une, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est une dynamique qui est créée, c'est-à-dire qu'il y a, dans la foulée des grèves, dans la foulée des luttes, dans la foulée de ces émancipations, il se crée une sorte d'appel d'air où la société bourgeoise se transforme en une société capitaliste plus dynamique et qui va aller de l'avant sur plusieurs sujets, qui a continué sur l'aspect social avec les improvidences, mais qui aussi va promouvoir un certain féminisme, va s'occuper de la question de l'augmentation du pouvoir d'achat, répondre positivement aux grèves. Donc toute une situation un petit peu nouvelle où on a l'impression que il n'y a pas de récupération, mais disons que les mouvements, à partir du moment où le principal, tout au moins en Europe, c'est-à-dire le mouvement d'insubordination ouvrière et étudiante, mais essentiellement ouvrière, est mis en échec en France assez rapidement, mais parce que le mouvement avait été très fort et concentré, et en Italie beaucoup plus difficilement, mais à partir du moment où ce mouvement-là s'épuise et où il est battu, on n'a plus que, on a l'impression que l'émancipation et les luttes de libération se font paradoxalement en contresens de la défaite du mouvement et de la perspective prolétarienne et de la perspective révolutionnaire. Donc, quelles que soient les perspectives qu'avaient ces mouvements de libération auparavant, ils ne se retrouvent plus dans le même contexte. Et je vais prendre l'exemple du féminisme, c'est-à-dire que le féminisme, alors aux États-Unis, il était en avance, mais dans des pays comme l'Italie et la France, où il était plutôt, et en Allemagne aussi, il était un petit peu en avance, mais dans des pays comme la France et l'Italie, où il était un peu en retard par rapport au mouvement général et au mouvement ouvrier, la perspective féministe va venir se greffer en quelque sorte sur le mouvement, non sans conflit comme on a pu le voir en Italie, mais va venir se greffer sur le mouvement principal en quelque sorte pour le fortifier et vivre à ses côtés ou dans sa suite. Et ce qui lui donnera une force, mais ensuite il va prendre son autonomie par rapport à ce mouvement. Mais dans un deuxième temps, cette autonomisation où l'émancipation continue en quelque sorte d'un côté, elle se trouve coupée de l'évolution plus générale de la société du point de vue des rapports de production qui, eux, vont se figer avec les débuts de la restructuration à la fin des années 80 et l'arrivée au pouvoir de Reagan d'un côté aux États-Unis, Thatcher en Angleterre, qui vont prendre des mesures qui mettent complètement à bas le mouvement ouvrier et la perspective révolutionnaire, alors que de l'autre côté, on a l'impression qu'une révolution sociale, ou sociétale plutôt, se produit.
la même façon que Marx disait que le mort saisit le vif, en parlant du rapport de la machine de plus en plus dominatrice par rapport aux travailleurs, on va avoir le même phénomène, mais c'est le capital qui va en quelque sorte s'intégrer, s'incorporer la dynamique des mouvements pour la transformer en sa propre dynamique. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de récupération politique ou autre, ni patronale, c'est une façon de d'ingurgiter véritablement les éléments dans un rapport dialectique qui est justement le principe de développement du capitalisme. Donc on va avoir d'un côté un mouvement, donc à partir des années 80 jusqu'aux années 2000, un mouvement qui, d'un côté, donc, est un mouvement de mondialisation, globalisation, dont on a parlé quand même pas mal un petit peu partout, et en même temps de restructuration des entreprises dans le sens d'une plus grande automatisation, d'une concentration des entreprises, mais d'une concentration particulière, puisque c'est plus une concentration de masse d'ouvriers, puisque les forteresses ouvrières ont tendance à disparaître, mais une concentration de capital essentiellement. Et de l'autre côté, on va avoir une institutionnalisation des mouvements. C'est-à-dire que la façon qu'a le capital de s'ingurgiter, d'avaler les mouvements, c'est pas de les faire disparaître, c'est de les avaler pour les faire ressortir sous une forme qui est plus conforme à son possible développement. Donc, je prendrai plusieurs exemples. Le mouvement des femmes va devenir le féminisme va devenir le féminisme d'État, avec par exemple la journée de la femme. Le MLF, une sorte de mouvement comme les autres, va devenir une marque déposée par la suite de magouilles entre groupes différents de féministes. Le phare, le Front homosexuel d'action révolutionnaire, ou les Gouines Rouges, qui sont une scission du phare et qui portaient une certaine autonomie de la lutte homosexuelle, se transforment progressivement en des gay pride, puis en des marches des fiertés. Au niveau de l'écriture, l'écriture devient progressivement inclusive. Des politiques de quotas sont mises en place pour lutter contre la discrimination raciale aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays. Les Black Panthers, on passe des Black Panthers au Black is Beautiful, c'est-à-dire tout un réaménagement qui ensuite continuera dans l'apparition de nouvelles théories intégrées dans la conceptualisation idéologique du capital, enfin de ce que nous on appelle le discours du capital, c'est-à-dire la théorie racialiste, par exemple, les théories décoloniales, etc. C'est-à-dire que les institutions ne sont plus critiquées. L'institution scolaire n'est plus critiquée, par exemple, on va non pas lutter contre la sélection qui est une des bases de la lutte à l'époque des années 60-70 dans les universités, mais une sélection donc contre une université bourgeoise, mais on va lutter pour simplement que la discrimination n'ait plus lieu, mais qu'on puisse rentrer dans les, par exemple, les universités de luxe ou super sélectives, simplement grâce à sa couleur de peau, grâce à son sexe, etc. C'est-à-dire un renversement complet de ce qu'on pouvait appeler avant le travail du négatif et tout l'aspect dialectique de la lutte contre les institutions,
on va arriver à des politiques affirmatives, ce qu'on appelle l'affirmative action, par exemple, de certains secteurs de la société qui cherchent à se faire leur place, ce qui est tout à fait différent de la conception qui prévalait dans les années 60-70, qui était celle de l'égalité finalement, et non pas de la discrimination. Oui, quand je disais que les institutions ne sont plus attaquées, il ne faut pas entendre les institutions au sens des grandes institutions du pouvoir, c'est toutes les institutions. Si on prend par exemple la critique du mariage et même du couple, l'idée d'union libre, l'idée de la vie en communauté, etc., tous ces trucs qu'on fait fleur dans les années 70, tout ça est liquidé. On passe de la critique du mariage au Pax, qui est une sorte de déconstruction pour les amateurs de déconstruction. C'est la première déconstruction du mariage, une déconstruction où prime l'individu et la théorie du contrat, c'est-à-dire que c'est un nouveau contrat civil qui se met en place. Mais pire encore, le Pax ne suffit pas et la déconstruction non plus, et on passe à la restauration, comme on dit après une révolution, même si ce n'est pas l'Empire ici, la restauration avec le mariage pour tous, qui est encore le stade suprême en quelque sorte d'adoration de l'institution, même si bien évidemment beaucoup de gens qui se marient, par exemple entre homosexuels, ne se marient que pour les bénéfices financiers ou statutaires, ou pour se préserver, ce qui est tout à fait honorable, après tout aussi honorable que les raisons qui font que des gens qui sont contre le mariage se sont mariés. Mais ce n'est pas la question, c'est la question de voir que ça va donner lieu à des fausses luttes entre mariage pour tous, manifestation pour tous, comme si ça avait un rapport quelconque avec une perspective révolutionnaire, alors que c'est simplement une lutte dans le marigot du développement du capital et dans les différentes forces idéologiques. Et là aussi déjà la bataille pour l'hégémonie culturelle qui est en train de se développer. Alors les mouvements de libération qui avaient un aspect contestataire deviennent tout à coup, évidemment dans la contestation il y a toujours, sauf à foutre le feu partout et mettre la révolution à l'ordre du jour et voir la révolution comme une sorte de grand soir où on détruit tout, bien sûr que, par exemple, dès le départ, dans le droit à l'avortement, il y avait la question des droits. Mais c'était un droit particulier et les droits restaient des droits très restreints. Mais là, on va passer après à des droits beaucoup plus spécifiques concernant les différents particularismes. C'est-à-dire que toute affirmation d'une spécificité doit trouver son correspondant dans les droits. Alors, évidemment, c'est les droits des femmes, c'est les droits des enfants, c'est tout un ensemble de droits, et de droits qui vont s'étendre de plus en plus comme des petits droits par rapport à ce qu'était, ou des petites lois qui vont être prises, alors que par tradition, la loi, c'est une loi avec un grand L, qu'on la rejette ou pas, en tout cas c'est une loi qui est repérable et qui a une valeur de plus en plus générale. Alors que dans ce mouvement des particularisations et des affirmations, par exemple les handicaps, c'est une floraison de droits qui sont des droits que tout le monde regarde, mais on regarde les droits du voisin, c'est plus les droits de la généralité, et finalement, c'est plus ce qui fait société, puisque normalement, ce qui fait société,
c'est d'avoir finalement un commun. Et ici, ce commun, il est complètement divisé dans des séparations qui font que finalement, il suffit de faire pression pour obtenir des droits, et que ces droits, j'ai essayé de le dire dans un livre au début des années 2000 qui s'appelle Les nouvelles morales de l'intérêt et du goût, eh bien, on essaye de poser à ce moment-là, dans ces luttes pour des nouveaux droits, des nouvelles figures progressistes, c'est-à-dire que ça serait un progrès d'avoir ce droit-là, ça serait un progrès, les droits de l'enfant, ça serait un progrès, les droits... alors bien sûr, ça peut être un progrès si les droits de l'enfant, c'est un progrès par rapport à les tabasser, c'est évident que c'est un progrès. Mais qu'est-ce que c'est que les droits de l'enfant? Si un enfant, c'est un enfant, parler de droits, c'est abusif, par exemple. C'est abusif aussi de parler de droits pour un chien, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter les enfants et qu'il ne faut pas respecter les chiens. Mais ils n'ont pas de droit. C'est une inflation de droits sans aucune autre signification que pénale. Et avec ça, la société capitaliste se transforme, vous le savez, si on regarde ce qui se passe aux États-Unis, en une société complètement procédurale, où tout le monde porte plainte contre tout le monde, où tout le monde se prévaut de plaintes contre tout le monde, que ce soit dans les hôpitaux, et je ne parle pas de mouvements comme MeToo et tout, hein, ça n'a encore rien à voir, mais dans les hôpitaux, quand vous vous faites opérer, vous devez signer un truc comme quoi personne n'est responsable. Il faut se prémunir contre tout parce que nos droits sont infinis. Donc ces nouvelles figures progressistes, en fait, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'elles sont sans aucun rapport avec les luttes historiques, les luttes de classe, bien évidemment, ce qui bouleverse quand même complètement la physionomie de l'arc politique. C'est-à-dire aujourd'hui, être de droite ou être de gauche, ou d'extrême droite et d'extrême gauche, alors que les anciennes figures, les anciennes représentations ne fonctionnent plus, est à la portée de tout le monde mais n'a plus aucun sens. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a eu aucun rapport, qui ne sait même pas ce que c'est qu'un ouvrier, qui ne sait même pas ce que c'est qu'une lutte ouvrière, va se dire aujourd'hui d'extrême gauche, par exemple, parce qu'elle soutient la lutte des homosexuels. Mais quel rapport entre la lutte des homosexuels et l'extrême gauche? D'autant que si on revient dans l'histoire, c'est quand même pas banal, puisque les sociétés se réclamant du communisme, mais du communisme plutôt stalinien, ils ont toujours fait la chasse aux homosexuels, et encore à Cuba aujourd'hui, on voit bien qu'il n'y a pas de rapport entre l'homosexualité et Cuba, sauf à dire que Cuba, c'est pas d'extrême gauche, c'est l'extrême fascisme cubain. Bon, on n'a plus aucun repère, et c'est pas étonnant qu'on puisse entendre des noms d'oiseaux sur les réseaux sociaux, puisque de toute façon, tout le monde peut se déclarer ceci ou cela, puisque ce qui a fait qu'on se déclarait comme ça à un certain moment, c'est révoqué en quelque sorte. Par exemple, la Révolution française, qui est un autre critère de classification pour le progressisme ancien, à part la Révolution prolétarienne, la Révolution française, elle cherchait à cerner les communs et donc un minimum de droits auxquels tout le monde qui pourrait faire sens pour tout le monde. Et autour de ça, donc, les droits de l'homme, un certain humanisme, etc. Ce qui n'a pas empêché le comité de salut public, la terreur, etc. Mais il y avait cette idée-là. Et ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que toutes les théories racialistes, décoloniales, etc., chient sur la Révolution française, qui aurait été la pire des choses, le faux humanisme, l'universalisme abstrait, etc. Quelle merde. Bon, voilà. Alors, si on veut faire un jeu de mots, on peut dire qu'à la conjuration des égaux de Babeuf en 1795 correspond aujourd'hui le triomphe de la cité des égaux, comme dirait Jacques Guigou,
des égaux, c'est-à-dire des égoïsmes. L'idéologie bourgeoise des valeurs, avec ses préjugés et ses tabous, laisse place à un discours du capital plein d'empathie en apparence, c'est-à-dire que tout doit être inclusif, il faut inclure même ce qui n'est pas incluable parce qu'il faut laisser personne en dehors. Mais quand on dit personne en dehors, c'est par exemple les handicaps, les élèves qui auraient des problèmes de dyslexie, les élèves qui ont des problèmes plus graves et qui avant étaient mis dans des écoles spéciales et qui aujourd'hui sont mis en commun, etc. Donc il faut essayer d'inclure tout le monde, mais par contre, on ne parle pas du tout d'inclusion pour les pauvres, on ne parle pas d'inclusion pour ceux qui sont en fin de droit, on ne parle pas d'inclusion pour les sans-papiers, où on parle beaucoup moins d'inclusion, c'est-à-dire c'est des inclusions à plusieurs vitesses, c'est toujours pareil, c'est-à-dire dans la société postmoderne et dans ce qu'on a appelé la révolution du capital, le pauvre, personne n'en a rien à foutre, ce dont on a affaire, c'est celui qui n'est ni riche ni pauvre, mais qui a une particularité. Et évidemment, dans ces ni riches ni pauvres, ceux qui ont des particularités, ils vont redoubler la question de la richesse et de la pauvreté, c'est-à-dire que bien évidemment, l'handicapé riche aura plus de facilité à se débrouiller, à toucher des allocations, etc., que le pauvre. Mais ce n'est pas ça qui est central. Ce qui est central, c'est la particularisation. Et donc, on peut avoir une société inclusive qui exclut à partir du moment où être pauvre n'est pas une particularité, n'est pas jugé comme étant une particularité. C'est pour ça qu'avec un auteur dont on se réclame un peu parfois, Jacques Camat, on a pu dire que s'il y a eu des mouvements d'émancipation dans les années 60-70, aujourd'hui, c'est le capital qui émancipe. Et sur un modèle très différent des émancipations collectives. Parce que là, il ne s'agit plus d'émancipation collective, mais d'émancipation individuelle qu'à la limite, on va reproduire en groupe. C'est-à-dire que les particularismes vont se regrouper pour faire groupe, mais sur leur marge, en quelque sorte, et du point de vue de leur propre situation. Et le commun n'existe plus, on a l'impression que ça ne fait plus société, ou alors que ça va faire société, mais d'une façon très différente de comme ça le faisait auparavant, c'est-à-dire qu'avant, on pensait que ça faisait société à partir du moment où on avait une démarche collective et qui allait vers des valeurs communes. Aujourd'hui, il faut, comme dans l'individualisme méthodologique en sociologie et en économie, la réunion va se faire non pas parce qu'on a des conditions communes, mais la réunion va se faire parce qu'il faut, il faut faire masse en réajoutant en quelque sorte les différentes caractéristiques des différents particularismes de façon à les interconnecter et, comme le dit le terme des théories intersectionnelles, à ce qui est intersection entre les différents particularismes. Mais ça reste fondamentalement une démarche individualiste et, disons-le, qui fait partie de la révolution libérale qui se met en place dans la révolution du capital. C'est-à-dire que ce sont des intersections qui sont artificielles. Ce qui est objectif, c'est la séparation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Il peut y avoir intersection dans quelques domaines, mais il ne peut pas y avoir... prenons un exemple, dont on peut parler, c'est quand, par exemple, les femmes iraniennes crient femme, fille, liberté.
pour quitter le voile et quitter autre chose d'ailleurs, elles ne sont absolument pas soutenues par les intersectionnels en France et en Europe. Il n'y a pas d'intersection là-dessus. C'est la désintégration en quelque sorte de la société et surtout c'est la capacité à partir de là de mener des luttes qui sont agrégatives. Comme par exemple la lutte en Iran, sans la mythifier, elle est agrégative parce que les hommes y ont participé, pour une fois, donc avec les femmes, même si c'était les femmes qui étaient devant, et que la lutte des femmes, en fait, à part la question du voile, sur la jeunesse par exemple, et pas que la jeunesse, sur les autres thèmes, elles retrouvaient un commun. Oui, alors on pourrait prendre l'exemple le plus marquant si on prend sur les 5 dernières années, c'est l'exemple des Gilets jaunes, qui se présente comme un mouvement qui remet en avant un commun dans le cadre non pas des conditions de travail, même si il en tient compte, mais d'une manière plus large des conditions de vie, mais les conditions de vie qui sont rattachées aussi aux conditions de travail. C'est-à-dire ce n'est pas des conditions de vie pour se regarder le nombril, c'est des conditions de vie en général, c'est-à-dire les transports, les quartiers, où est-ce qu'on habite, le rapport au travail, comment on s'y rend, c'est-à-dire de retrouver une globalité que justement les particularismes ont perdu. Ça, c'est un point essentiel dans ce mouvement. Le deuxième plan étant son autonomie, dans la mesure où il ne se revendique ni de droite ni de gauche. Heureusement, le pauvre, parce que qui se retrouve là-dedans aujourd'hui. Donc, un mouvement assez autonome et qui évite l'éclatement, les séparations, qui essaye, on l'a déjà dit souvent quand on a écrit le livre sur les gilets jaunes et avec certains gilets jaunes, parfois en essayant d'éviter les questions qui fâchent, certes, mais en se centrant sur ce qui est l'essentiel pour la dynamique du mouvement. Le problème, c'est que ce type de mouvement, qui essaye justement de lutter contre ces séparations, c'est des mouvements qui ne sont pas reconnus. C'est-à-dire qu'il n'a été reconnu ni par la gauche et l'extrême gauche qui lui a reproché de ne pas être un mouvement de classe, ou qui a vu, encore de façon, parce que lui reprocher de ne pas être un mouvement de classe, à la limite, c'est les gens qui se réfèrent à la classe et qui ont une idée de ce que c'était que les luttes de classe. Mais ceux qui n'en ont aucune idée, ils en ont vu l'expression d'un mouvement d'extrême droite. Et il n'y a pas que les antifas, hein. Par exemple, les enseignants, massivement, quand ils parlaient entre eux, et quand on a eu des contacts, je me rappelle d'une réunion devant la Bourse du Travail, on devait entrer avec les enseignants dans la Bourse du Travail pour discuter du mouvement. Ils nous ont refoulés finalement, et on est resté sur le parvis de la Bourse du Travail, parce que pour eux, on était, enfin moi je n'aurais pas dit que c'était bref, mais Gilets jaunes, on était à mi-chemin entre des paysans, des voyous et des gens du FN. Enfin bon, c'était donc mouvement qui n'est pas reconnu par la gauche et l'extrême gauche et qui n'est pas non plus reconnu par le pouvoir, qui voit une plèbe, des gens abrutis par les vapeurs du tabac, de l'alcool et de l'essence. Chose aggravante, quand à l'intérieur de ces mouvements, le dépassement la tentative de dépassement des séparations conduit à réaliser ce qui devrait être le rêve de beaucoup, c'est-à-dire que par exemple quand les femmes tiennent un rôle important, aussi bien en nombre que dans leur capacité d'action dans un mouvement de ce type-là, mais sans prendre la posture aujourd'hui obligatoire
de la féministe, puisqu'à chaque femme aujourd'hui, on demande dans tout journal, dans toute interview et tout, comme premier truc, enfin, ou deuxième truc, est-ce que vous êtes féministe? Quel est votre rapport au féminisme? Quel est votre rapport à ceci, cela? Dans les Gilets jaunes, il n'y avait pas ces questionnements-là. Et pourtant, les femmes se sont affirmées sans cette posture. Elles se sont affirmées dans l'action. Et ça a été complètement tu. Pour un peu, ça serait passé comme si, là encore, les hommes avaient été les seuls à prendre la parole, alors qu'on sait très bien que pour ceux qui ont participé au mouvement, dans les assemblées générales, il y avait beaucoup de femmes qui prenaient la parole. Déjà, elles étaient plus nombreuses, mais elles prenaient la parole, et elles ne la prenaient pas sur la base de la parité, sauf peut-être dans l'Assemblée des assemblées qui était noyautée par les gauchistes, mais autrement pour les assemblées locales, ou faites par des associations, il n'y avait pas cette histoire de parité, ni cette histoire de tour de parole, mais l'expression était assez libre. De la même façon, dans les manifestations, nous nous faisions secouer par les femmes pour notre manque de virilité vis-à-vis des CRS. Nous n'étions pas assez masculinistes, sûrement. Voilà, bon, c'est une anecdote, mais bon, pour conclure, je dirais que la bataille pour l'hégémonie culturelle dont j'ai parlé un peu en introduction, elle est certes fort médiatisée et ma foi très tentante puisqu'elle est extrêmement simplificatrice de par sa binarité en quelque sorte. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elle ne concerne pas, quand on regarde ce qui s'est passé chez les Gilets jaunes, elle ne concerne absolument pas les Gilets jaunes, ne concerne pas plus des individus qui voudraient remettre sur le tapis la lutte pour la justice sociale, pour des choses comme ça que défendaient déjà les Gilets jaunes. Et par exemple, l'appel du 10 septembre, sans le mythifier loin de là, puisqu'on a même écrit des choses pour critiquer un peu son aspect artificiel et magique, l'appel du 10 ne relançait nullement ces questions d'identité, mais cherchait à trouver au contraire des points d'ancrage de ce qui serait une révolte actuellement qui sourderait, malgré l'aspect de pessimisme ou de résignation en surface, qui continuerait à agiter les dessous et qui pourrait déboucher sur un mouvement d'ampleur.